Donc, je m'appelle Vincent Branquet et je suis le chef de marché PGC chez GS1 France. Et j'ai notamment donc pour rôle d'accompagner l'écosystème PGC dans le déploiement et la création des standards. Et mon rôle aussi, c'est un rôle d'animation. Donc, je suis très content, très heureux de pouvoir animer cette table ronde aujourd'hui. Donc, avec Paul, avec Cédric aussi, on a vu le côté théorique, on va dire, du QR code augmenté GS1, ce qui est important. Ce que je vous propose désormais, c'est avec cette table ronde de passer sur un côté plus opérationnel dès maintenant. Donc, avec nos intervenants du jour, dans quelques instants, on va voir quel est l'impact du QR code augmenté GS1 sur les stratégies d'entreprise pour les industriels et pour les distributeurs. Donc, on va explorer ensemble quels sont les défis, les bénéfices, mais aussi, du coup, les opportunités qui sont liées au QR code augmenté GS1. Et donc, on va essayer de faire ça de façon la plus concrète, la plus opérationnelle possible. Donc, sans plus attendre, j'appelle à mes côtés les intervenants du jour. Farida Mamria, Laure de Lambert-Escar, Stéphane Lepotier et Nicolas Lecoq. Donc, je vous invite à vous placer sur les chaises hautes à mes côtés. Bonjour. Et donc, Nicolas Lecoq est avec nous, mais en distanciel, et donc il représentera L'Oréal. Eh bien, bonjour à tous les quatre. Et merci du coup d'avoir accepté de participer à cette table ronde, de nous faire part de vos retours d'expérience qui vont être, je pense, très précieux pour l'auditoire qui nous écoute aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Pour commencer, je vais peut-être vous laisser vous présenter et présenter vos entreprises respectives. Du coup, Laure et Farida, je vous laisse la parole si vous voulez bien. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Laure Escar, je suis responsable des affaires publiques au groupe PepsiCo France. Je vais peut-être présenter 2 secondes PepsiCo. Je pense que vous connaissez l'entreprise. On est évidemment une multinationale, mais également une entreprise implantée en France depuis déjà 30 ans. Voilà, on fête nos 30 ans cette année, puisqu'on est là depuis 93. Et on est évidemment présent à travers des marques iconiques que vous connaissez sans doute, aussi bien sur le segment boissons, qui sont donc 7-Up, Pepsi Cola, Lipton, avec notre petit nouveau Rockstar côté boissons énergisantes, mais aussi sur le segment nourriture, food, avec toute l'offre snacks, chips et nuts, donc plutôt Bene Nuts, Lay's et Sunbreak, pour ne citer que ces marques. Sans parler des soupes Alvaillé où bon, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, en tout cas, voilà, on est très content d'être là. Merci beaucoup à GS1 et Lania avec qui voilà, on travaille sur ce sujet. Je passe la main à ma collègue qui est également de PepsiCo. Bonjour à tous, moi c'est Farida Mamria et je suis Digital Product Manager. Bonjour, Stéphane Lepotier, donc je suis de Carrefour. Je ne suis pas de la data, je suis du côté un peu obscur, du côté commercial, achat, marketing, puisque je suis directeur développement international de la marque de Carrefour, ce qu'on appelle la MDC, avec 2 casquettes. Un, c'est sur le pilotage de toute l'activité, la croissance de la MDC au niveau de nos différents pays intégrés dans le monde hors France. Et puis également responsable des partenariats qu'on peut avoir avec d'autres distributeurs français ou étrangers dans lesquels on achète en commun éventuellement. Voilà. Et puis après, voilà, je pilote certains sujets transverses pour essayer d'embarquer tout le monde chez Carrefour sur des sujets d'avenir. Et GS1 en est un avec le QR code augmenté, bien sûr. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc Nicolas Lecoq qui est avec nous en digital. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Donc Nicolas Lecoq, ravi d'être avec vous ce matin. Je suis directeur des équipes Beauty Tech Accelerator et je m'occupe en particulier des services aux consommateurs. Et donc les QR codes augmentés font partie de mon scope. Très bien. Merci à tous les quatre. Ce que je vous propose pour entrer dans le vif du sujet, donc je vous avais demandé si vous étiez d'accord pour faire un petit jeu ludique, c'est-à-dire imager le QR code augmenté GS1 selon votre représentation de ce qu'est le QR code augmenté GS1. Donc, vous l'avez accepté et je vous en remercie. Je vous propose de découvrir du coup les 3 images, les 3 photos que vous avez choisies.
Alors, il y a une image qui correspond à un labyrinthe avec le QR code qu'on imagine du coup augmenté qui est en son centre. Une image qui représente un consommateur a priori qui a scanné un QR code augmenté et qui a des informations nutritionnelles à l'écran et donc une photo de vous, Nicolas, avec des références produits de L'Oréal avec des QR codes augmentés GS1, là aussi j'imagine. Je vous propose du coup de passer sur la première image. Il me semble que c'est la vôtre, Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous l'avez associé au QR code augmenté? Ouais. Alors j'ai hésité, hein, j'ai pensé d'abord à un train TGV, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on prenne le train rapidement. 2027, ça va venir très très vite. Pour Carrefour, au niveau de la MDC, en termes de gestion de code EN, on parle de plus de 10 000 codes. Donc forcément, sur des packaging, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc du coup, voilà, il faut processer ça, et il faut le débuter dès maintenant, travailler sur des feuilles de route, et c'est pour ça. Bon, j'ai choisi le labyrinthe par facilité, parce que c'est vrai que le QR code, ça peut ressembler à un labyrinthe. L'image est plutôt facile. Et j'ai également aimé le côté où on a besoin de décrypter, de savoir où on va sans connaître aujourd'hui le chemin idéal qu'il faut prendre. Et on va du coup faire des allers-retours pour progresser, pour avancer, des test and learn qu'il ne faudra pas hésiter à faire. Il faut qu'on ose pour voir justement qu'est-ce qui est le plus intéressant, le plus efficient, avec le plus de retour sur investissement, et tout en gardant en ligne de mire la trajectoire et l'objectif qui est le client. Et donc, c'est toujours savoir ce que veut le client. Et ce client, quand on va en parler tout à l'heure, il va évoluer aussi en termes de comportement, en termes de réceptivité par rapport à ce QR code. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que voilà, dans un labyrinthe, avancer tout seul, c'est compliqué. Avancer à plusieurs, c'est plutôt plus intéressant, et on gagne en efficacité, en rapidité. Et je pense que du coup, on a à travailler ensemble sur ce projet intéressant. Voilà. Très clair, merci. Farida et Laure, je vous laisse expliquer votre image du coup. Alors nous, on a choisi cette image qui représente le consommateur en magasin qui scanne un produit. Donc il est vraiment au cœur du projet, et il a accès à une carte d'identité numérique avec diverses informations, ingrédients, l'histoire de la marque et la partie aussi RSE, recyclabilité. Donc voilà, cette image représente bien le projet. Très bien. Donc, tout un panel d'informations disponibles pour le consommateur. On avait aussi hésité avec une autre image, oui. Celle d'une pomme de terre. On s'est dit que ça allait peut-être pas parler aux gens, mais effectivement, l'idée c'est vraiment de revenir à la source du produit. Et pour la pomme de terre, pour nos chips évidemment, et de montrer qu'avec une application qui permet en fait d'étendre le packaging, qui n'est pas extensible à l'infini, on pouvait arriver à un degré de granularité de l'information et de revenir en fait à la source de notre produit. Mais bon, on a choisi celui-ci. Qui est très bien aussi. Vous ne nous avez pas laissé le choix de prendre 2 photos. Mais pour des questions de traçabilité, du coup, j'imagine le champ de patates. Très bien. Ok. Nicolas, je vous propose d'expliquer pourquoi vous avez choisi cette photo, du coup. Oui, alors tout à fait. Donc, c'est pas tant moi l'intérêt sur la photo qu'effectivement le mur de QR derrière, qui était une prise de vue de Vivatech cette année. Donc, le stand L'Oréal avait tout un mur consacré à la partie QR augmenté, et c'était un peu pour refléter l'ampleur du sujet chez nous. En 2022, on a produit 1 milliard de produits avec des QR codes. Ça représente, depuis qu'on a lancé le programme en 2020, pardon, 7500 références produits qui ont déjà été augmentées à l'échelle du groupe. Donc effectivement, on est en train de progresser dans le labyrinthe qui a été présenté tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose de très massif qui demande, comme vous l'avez tous indiqué, une vraie organisation, un vrai change, à la fois côté packaging évidemment, mais également derrière sur la partie de gestion des contenus, puisque il s'agit, voilà, le QR code en soi n'a pas nécessairement un intérêt, mais il faut vraiment que pour que ça soit pertinent et engageant pour le client, que le contenu qui soit derrière soit à la hauteur des attentes. Et donc, il y a tout un travail de change à faire également avec les équipes marketing et digitales
pour faire en sorte que derrière chacun des QR, on ait un contenu qui soit à la fois de qualité et localisé, puisque l'intérêt, c'est que une référence mondiale peut emmener vers 20, 30, 40 contenus localisés dans différents pays et qu'il faut que ces contenus localisés soient bien à jour. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un vrai travail de coordination pour arriver à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup Nicolas. Donc, si je résume, quand même, il y a un point clé, je pense, dans toutes vos explications, c'est la place prépondérante que prend le consommateur aussi dans la mise en place de ce QR code augmenté GS1. Donc, je pense que c'est déjà un premier message clé qu'on peut souligner. Ce que je vous propose maintenant, c'est une première question très opérationnelle qui va concerner le contexte de mise en œuvre du QR code augmenté GS1. Et pour cela, je me tourne à nouveau vers vous, Nicolas. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel a été l'élément déclencheur, l'élément moteur, on va dire, pour mettre en place le QR code augmenté GS1 ? Quel a été le processus de réflexion en interne chez L'Oréal ? Alors, quand je suis arrivé chez L'Oréal, le brief était assez simple, hein. C'était que nos consommateurs sont connectés, donc nos produits doivent l'être aussi. Dans le sens où les consommateurs, de plus en plus, vont sur Internet chercher des informations sur des tutoriels, éventuellement les questions qu'ils pourraient avoir sur les formules ou les ingrédients, les modes d'usage. Et donc, on voulait absolument effectivement répondre à cette attente des consommateurs d'avoir plus d'informations sur les produits, informations qu'on n'arrivait pas à produire sur les packaging, où la place est extrêmement contrainte. Et donc, on s'est mis en recherche de technologies à même de pouvoir satisfaire ce besoin en explorant de manière assez large. On a regardé la RFID, on a regardé le NFC, on a regardé les QR, évidemment. Et quand on a vu que GS1 était en train effectivement de travailler sur un standard pour effectivement préparer ce digital link, hein, donc, et pour le faire porter par un QR, que les smartphones de nos clients étaient tous nativement compatibles avec les QR, puisqu'il n'y avait plus besoin d'application à part pour les scanner, mais que la caméra standard du téléphone pouvait décoder un QR, on s'est dit qu'effectivement, voilà, le fait que les technologies consommateurs ne présentent plus de barrières à l'entrée, que le standard GS1 commence à s'orienter vers ce QR, était le signe qu'on allait dans la bonne direction, et donc qui nous a fait privilégier le QR versus toutes les autres technologies que j'ai mentionnées. Également avec une dimension coût, hein, évidemment, où il est beaucoup moins onéreux à mettre en œuvre que d'autres technologies de traçabilité qui sont plus complexes. Très bien. Merci Nicolas. Stéphane, je vous pose la même question. Alors vous, chez Carrefour, vous êtes en phase de déployer, on va dire, le QR code augmenté GS1. Alors on est au début. Phase de réflexion. Phase avancée de réflexion, voilà, exactement. Pour justement appuyer sur le bouton. Déjà, les QR codes augmentés rentrent dans un plan global de Carrefour qui a été réaffirmé par notre CEO Alexandre Bompard d'être réellement une digital company, hein, et donc du coup ça rentre, c'est un levier qui va nous permettre d'y accéder et puis réellement de rentrer dans une démarche nouvelle. Mais au-delà de ça, c'est réellement, comme on l'a dit tout à l'heure avec certains intervenants, c'est de gagner en proximité avec nos consommateurs, avec nos clients. Aujourd'hui, le meilleur moyen qu'on a et le plus efficace de parler à nos consommateurs sur nos marques de Carrefour, c'est au travers du packaging. La place sur le packaging est quand même assez limitée, ne serait-ce si jamais on veut commercialiser en plus ces produits dans plusieurs pays en mettant plusieurs langues, ça nous limite énormément par rapport au contenu de l'information. Donc l'idée, c'est réellement de pouvoir avoir un autre moyen de communiquer, de gagner en termes de transparence avec lui et également de lui permettre d'avoir une expérience différenciée avec nous et qui l'intéresse personnellement. Et donc qu'on puisse cibler davantage le contenu aussi qu'on peut avoir avec nos consommateurs. Donc l'information, oui, elle peut être en illimité du coup au travers du QR code et gagner en termes d'interaction avec eux, ça c'est énorme. Et je pense que le champ des possibles est très 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 vaste et on ne connaît pas encore tous les bénéfices. C'est justement dans ce chemin du labyrinthe qu'on va découvrir toujours un petit peu plus de bénéfices et d'orientation intéressante d'un point de vue consommateur. Voilà. Et puis donc du coup, juste
pour dire que le QR code, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez Carrefour, hein, puisqu'on essaye d'habituer le consommateur au travers des QR codes. On a lancé un jeu au mois d'avril-mai sur la chasse au QR code avec nos consommateurs. Bon, désolé, c'est terminé. Vous ne pouvez plus jouer. Vous avez joué, vous avez gagné, non? Oui. Oui, super. Et donc l'idée, un peu, c'est qu'ils se familiarisent un peu plus. Et on a tous un rôle là-dedans pour que justement, il y ait un usage qui soit de plus en plus fort des QR codes et qu'ils y voient un intérêt. Et puis, en 2018, on avait lancé tout un programme de blockchain qui utilisait des QR codes aussi et qui était intéressant pour le consommateur. On le faisait sur des marques un peu premium, genre filière qualité Carrefour. Mais on s'est vite rendu compte que c'était compliqué parce qu'on avançait tout seul. Et là, on voit une réelle opportunité vraiment de lancer le programme QR code avancé avec justement un tiers neutre, objectif, qui rassemble l'ensemble des entités, qui s'appelle GS1, et qui va nous permettre d'avoir du coup un référentiel commun pour avancer vite et dans la bonne direction. Voilà. Très bien. Merci Stéphane. Donc en tout cas, l'élément moteur, on va dire, ça reste le consommateur, d'avoir une expérience client qui est beaucoup plus forte et personnalisée. Donc, exactement. Laure, Farida, du coup, PepsiCo USA a déjà déployé le QR code augmenté GS1 donc sur son territoire aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques éléments concrets, quelques bénéfices qu'a apporté le QR code augmenté GS1 pour la marque aux États-Unis? Oui, alors comme tu l'as dit, la démarche elle est partie des États-Unis. Voilà, notre siège social est aux États-Unis, donc ils ont voulu prendre à bras le corps ce sujet. Donc on a un pilote qui a été lancé là-bas, avec pour ambition évidemment de venir en fait en France et venir dans tous les markets où on est présent. Mais en fait, la démarche elle est partie d'un constat qui a été partagé par Nicolas, qui a été partagé par beaucoup déjà jusqu'ici, c'est qu'il y a l'omniprésence du smartphone dans l'acte d'achat. Que les Américains, en tout cas nos collègues américains ont essayé d'étayer et de démontrer via une étude qu'ils ont réalisée avec l'Institut d'études statistiques Acosta et qui a démontré que 89% des consommateurs, en tout cas des sondés, utilisaient un smartphone dans leur acte d'achat. Ils ont aussi également vu qu'il y avait 6 consommateurs sur 10 qui passaient par un outil digital pour faire cet acte d'achat, pour acheter un produit. Donc ça peut être un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et le dernier chiffre un peu parlant, c'était le fait que 7 consommateurs sur 10 passent par des applications des distributeurs pour acheter leurs produits. Donc, en fait, on s'est dit, à partir du moment où le smartphone est quand même omniprésent dans cet acte d'achat, comment on le rend le plus efficace possible et le plus adapté aux attentes du consommateur pour que son acte d'achat soit amplifié, soit amélioré, soit parfait. Donc ça, c'est ce qui a motivé la décision américaine et qui va totalement s'appliquer à la France et je pense à beaucoup de pays dans le monde. Clairement, aujourd'hui, voilà, comme on l'a dit, le smartphone, il est dans notre vie pour beaucoup d'utilisations. Nous, ce qu'on a identifié, en tout cas comme moteur aussi, on en a parlé, c'est l'engagement consommateur, fidéliser, être transparent, lui mettre à disposition les informations qu'il attend. Donc pour nous, ça c'est le premier engagement. Le deuxième grand pilier qu'on voit avec le le QR code augmenté, c'est être une vitrine en fait, montrer tout ce qu'on sait faire, nos marques, notre entreprise, nos engagements RSE, mais aussi des informations très concrètes sur la qualité nutritionnelle, l'impact environnemental, etc. C'est aussi le moyen pour nous d'être agile dans un cadre réglementaire qui est en constante évolution. On en a parlé tout à l'heure en introduction, mais aujourd'hui, on est très attendu, en tout cas en France, et même, je pense, beaucoup plus en France qu'ailleurs. On est très attendu sur la mise à disposition d'informations pour le consommateur. Donc, comment, en fait, le QR code augmenté peut nous permettre d'être agile et mettre à disposition ces informations et les mettre à jour, sans avoir à changer un packaging toutes les 2 minutes, parce que ça serait une hérésie environnementale. Et le 4e levier, on en a parlé, c'était évidemment la traçabilité dynamique, faire en sorte que cet outil soit aussi un outil sécuritaire, bloquer un produit qui malheureusement ferait l'objet d'un rappel ou d'un retrait. Ça n'arrive pas trop souvent, heureusement, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est ce qui a motivé en tout cas la décision américaine, mais qui s'applique totalement à la France. Très bien. Donc la PepsiCo USA, si je comprends bien, c'est un pilote dans le déploiement du QR code augmenté GS1. Vous êtes sur une stratégie mondiale au niveau du groupe. En France, vous en êtes où sur cette phase de réflexion du coup, sur le déploiement?
Alors, nous, on a une équipe PepsiCo France qui s'appelle l'équipe Transformation. C'est un département à part entière et qui est justement conçu pour prendre en charge ce genre de chantier. Donc ça va être évidemment leur travail d'ici les prochains, alors peut-être pas jours parce qu'ils sont pas au courant, mais en tout cas d'ici les prochains mois pour se mettre en ordre de marche, parce que comme l'a dit tout à l'heure, comme tout le monde l'a dit, en fait ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en un clic pour le coup. Il faut anticiper, on a 4 ans, c'est l'équipe transformation qui va s'occuper chez PepsiCo de la mise en œuvre de cet outil avec les apporteurs de solutions, évidemment, et Farida de l'équipe e-commerce sera partie prenante, mais pas que, mais on y reviendra tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. Nicolas, même question sur le plan marketing et commercial, qu'est-ce que ça a apporté le QR code augmenté GS1 pour L'Oréal? Est-ce que vous avez quelques cas concrets à nous partager? Oui. Ce qu'on observe en fait, c'est effectivement l'engagement des consommateurs sur les médias qu'on met à disposition derrière les QR. Et donc ce qu'on mesure sans trop de surprise, c'est qu'un consommateur qui scanne un QR, c'est un consommateur qui est globalement plus engagé que la moyenne. Scanner un QR code n'est pas un geste anodin, ça demande quand même un petit effort. Il faut prendre le téléphone, ouvrir la caméra, scanner. Et donc, ce qu'on observe sur les sites, quand on regarde les métriques, c'est que les bounce rates, les taux de rebond sont plus faibles, les temps de visite sont plus longs, et le temps d'engagement avec les contenus ou les services que l'on fournit sont largement plus élevés que sur toutes les autres sources de trafic. Par exemple, quand on fasse de l'organique sur un moteur de recherche ou du trafic qui vient de réseaux sociaux, on voit que les visiteurs qui viennent de QR code sont plus qualitatifs que la moyenne des autres visiteurs par rapport aux autres sources de trafic. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous fait dire qu'on est sur quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de sens. Notamment, effectivement, vous parliez de marketing et de business, on a une forte stratégie de développement des services chez L'Oréal, que ce soit les services d'essayage virtuel. Vous voulez essayer un lipstick ou un mascara avant de l'acheter en magasin, donc vous pouvez scanner le QR code pour accéder à une expérience de virtual try-on de manière à pouvoir effectivement tester le produit. Et en fait, dans le contexte Covid, où les testeurs ont quand même globalement disparu des rayons, ou en tout cas sont beaucoup moins présents qu'avant, le fait de pouvoir donner accès facilement depuis le produit à une expérience de test virtuel est extrêmement signifiant et fait sens pour les consommateurs. Et on a toute une autre panoplie de services que l'on développe, notamment de tout ce qui est diagnostic de la peau. Et là, c'est plutôt des QR codes de rayons, par exemple, qui vont vous aider à choisir le bon produit par rapport à votre typologie de peau ou par rapport à un problème d'acné ou un autre problème que vous pourriez avoir. Et donc là, encore une fois, le QR code est extrêmement utile pour naviguer dans le panel des produits. Et une fois qu'on est rentré à la maison, là, le type de service que l'on propose va changer. On va plutôt vous conseiller des looks ou vous expliquer comment effectivement combiner les différents produits, comment construire votre routine beauté personnalisée sur la base de ce que vous avez acheté. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment ça le cœur de la valeur business dans cette relation avec le consommateur pour essayer effectivement de les toucher directement, de leur apporter du service à valeur ajoutée et d'essayer de construire une relation autant que faire se peut au long cours avec eux pour être un conseiller de beauté disponible avec un scan de QR. Très bien. Et peut-être une autre question. Est-ce que vous avez un pourcentage de consommateurs qui scannent justement ce QR code augmenté GS1? Est-ce que vous l'avez identifié en termes de pourcentage? Oui, alors c'est quelque chose qu'on trace évidemment, qu'on essaye. Alors c'est pas toujours des chiffres qui sont faciles à consolider, notamment pour toutes les géographies, parce qu'il faut avoir les sell-out partout, et c'est pas toujours simple. La donnée n'est pas toujours aussi accessible qu'on le souhaiterait. Mais ce qu'on observe, là où on arrive à faire des mesures, c'est qu'on est sur des taux de scan entre 1,5 et 3,5% en fonction des pays, des géographies, des gammes. Et quand on avait initié le projet en 2020, on s'était donné un objectif de 5%. On avait construit le business case sur une hypothèse de 5%, donc on n'y est pas encore. Il y a vraiment une éducation à faire, non seulement vis-à-vis des marques, parce que un call to action qui serait scannez-moi n'est pas très signifiant pour le consommateur, et donc il faut vraiment essayer d'expliquer quelle est la proposition de valeur de ce QR code pour qu'il soit scanné. Il y a une dimension d'éducation. Il faut qu'effectivement la présence de ce QR soit
expliquer, valoriser auprès des consommateurs dans les différents supports médias des marques. Et puis après, il y a une notion aussi d'habitude des consommateurs. Bon, tout le monde s'est beaucoup habitué pendant le Covid à scanner des passeports sanitaires. Bon, bah là, on rentre dans une nouvelle dimension, une autre proposition de valeur, et il faut qu'elle mérite d'être expliquée. Il y a des pays qui sont extrêmement matures, évidemment. Je peux citer la Chine, où le QR est vraiment ancré dans le quotidien de tout le monde. Et puis, dans nos pays occidentaux, c'est encore un petit peu moins mainstream. Et donc, il va falloir qu'on explique à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, et qu'on crée des habitudes. Il faut aussi et ça, je pense que c'est la force de travailler ensemble, qu'on ancre dans l'esprit des consommateurs ce qui pourrait s'attendre à trouver de manière standard derrière un QR. Que ce soit sur les ingrédients ou sur la sustainability, ou alors effectivement des choses plus ad hoc et spécifiques comme les services que j'évoquais tout à l'heure. Très bien. Oui, en effet, je pense que c'est ce que fait aussi Carrefour avec le jeu que vous aviez lancé, le fait d'éduquer aussi les consommateurs à scanner, à avoir ce geste de scanner un QR code. Et effectivement, en France notamment, c'est un geste quand même qui est assez récent. On va dire que c'est vraiment démocratisé à l'ère de la crise sanitaire. Stéphane, du coup, là, on a beaucoup parlé d'engagement consommateur. C'est de toute façon le premier use case, on va dire, pour déployer massivement le QR code augmenté GS1. Est-ce que chez Carrefour, vous avez une roadmap interne? Vous avez déjà réfléchi à mettre en place d'autres usages, et si oui, comment vous les avez priorisés? Alors sur la roadmap qu'on commence à définir au niveau de Carrefour, il y a bien sûr une double opportunité, une opportunité d'aller vers le client, je l'ai exprimé tout à l'heure, et puis une opportunité aussi d'être plus efficace sur nos opérations internes, comme ça a été énoncé aussi tout à l'heure. D'un point de vue client, donc du coup sur notre feuille de route, on essaye d'être le plus efficace possible pour le client par rapport à ce qu'il attend. Donc là, on a fait par exemple une étude conso le dernier mois pour savoir ce qu'attendait aujourd'hui le consommateur, sachant que dans 6 mois, ce qu'il attend va sûrement évoluer. Mais justement, c'est important qu'on suive les attentes du consommateur. Et donc, notre feuille de route, elle s'articule sur deux axes, 2 dimensions. Une dimension qui est une dimension catégorie. Quelles sont les catégories qui sont les plus attractives, les plus sensibles pour le consommateur et intéressantes. Et puis, un axe marque. Quelles sont parmi l'ensemble des marques de Carrefour, là où les quelques marques sur lesquelles il y a plus d'intérêt à avancer dans un premier temps. Voilà, donc on est en train de travailler ça. Comme vous l'avez dit, les vins et les spiritueux vont être dans les premières familles sur lesquelles on va avancer, qui sont liées aussi à la réglementation INCO qui bouge sur ces familles-là et qui, avec le législateur, nous autorise à intégrer des informations via le QR code pour justement que ça n'apparaisse pas sur l'étiquette. Et donc c'est un moyen de lancer. C'est pour ça qu'il y en a autant aujourd'hui des QR codes sur le vin. En DPH, les familles hygiène, beauté sont très intéressantes aussi pour le consommateur. Je pense que c'est aussi lié à L'Oréal, qui est vraiment le best in class aujourd'hui et qui permet de pousser aussi le consommateur là-dessus. Donc c'est une famille intéressante. Et puis, il y a la famille aussi, bien sûr, du frais, parce qu'il y a des attentes fortes du consommateur lorsqu'il achète un petit peu plus cher son produit pour avoir une réassurance, pour avoir des explications, savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de traçabilité, mais aussi en termes d'histoire sur le produit ou la marque. Donc voilà. Donc ça, c'est des points importants. Et après, d'un point de vue opérationnel, c'est vrai que ça sera plus dans un deuxième temps, on va dire, mais on réfléchira en effet pour une meilleure gestion à la fois en entrepôt par rapport au scan qu'on peut faire via les DLC, entre autres, et puis dans les réserves magasins ou dans les linéaires pour mieux gérer justement notre pacte de fraîcheur qu'on peut avoir avec le consommateur sur les produits à faible DLC, avoir peut-être de la dynamique promotionnelle sur des produits en fin de vie DLC pour justement donner un petit coup de pouce promotionnel pour le client, etc. Donc ça va être déclenché, mais dans un second temps, on va dire, parce que c'est un petit peu plus dur à mettre en place. Il y a d'autres challenges qui nous attendent et des challenges qui sont avec vous, là, cette fois-ci, par rapport à une dimension dynamique du QR code. Parce que donc, du coup, on a un chemin qui est facile, entre guillemets, c'est le QR code qui est figé avec une information permanente. Et là, on peut avancer assez rapidement par rapport au contenu qui existe déjà.
Et après, c'est justement tout ce qui est dynamique. Et là, il y a des enjeux énormes, mais des challenges industriels qui sont tout aussi énormes. Hein. Donc, voilà, par rapport à la productivité qu'il y a derrière, etc. Voilà. Ok, donc ça rejoint un petit peu le graphique que montrait Paul tout à l'heure, avec les données statiques pour déployer le QR code augmenté massivement, et ensuite tout un tas d'usages qui vont venir après, notamment avec l'intégration de la donnée dynamique. Très bien. Donc là, on a parlé de contexte de mise en œuvre, de bénéfices que pouvait apporter le QR code augmenté GS1. Bien entendu, il y a aussi des défis derrière, notamment des challenges techniques et industriels. Je pense à des défis humains en termes de formation des équipes aussi, des investissements financiers qui vont devoir être mis en place, notamment si on intègre de la donnée dynamique. Et aussi, pour vous, Carrefour, et pour les autres enseignes distributeurs, il y a ce challenge de remplacer aussi les systèmes de caisse. Donc, pour cette autre thématique, on va dire, de la table ronde, je me tourne vers vous, Laure et Farida. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, chez PepsiCo US, quels sont les obstacles qu'a pu rencontrer la marque dans le déploiement ? Alors les obstacles, effectivement, il faut s'organiser en interne, donc ça demande une réelle stratégie, de mettre sur la table des experts cross-fonction, que ce soit du marketing, de la communication, de la supply chain, de l'IT, du e-commerce et le légal aussi. Donc il faut définir tout ça en amont et anticiper, donc l'anticipation. Et effectivement, c'est un défi aussi technique. Donc, effectivement, évaluer les coûts et mettre tout ça en place. D'accord. Oui, non, c'est ce qu'a dit Farida. En fait, on se rend compte que le QR code, ça paraît simple comme ça à l'image, à l'écran, c'est un joli petit carré, mais derrière, en fait, il y a tout l'envers du décor, ou la face immergée, ou sous la mer de l'iceberg, qui est que c'est pas un département qui est mobilisé, c'est vraiment toute l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est ce que les US nous ont monté, c'est le marketing, comme tu l'as dit, pour savoir le message qu'on raconte derrière nos marques. C'est la communication pour les éléments de langage qu'on veut faire passer à travers ce QR code. C'est le légal, le réglementaire pour être sûr qu'on est compliant avec les informations qu'on délivre à travers cette plateforme. C'est toute la logistique, la supply pour les aspects packaging, hein, parce qu'on va changer nos packaging évidemment. Usine, on en a parlé tout à l'heure, mais il va falloir changer les lignes de production pour intégrer intégrer ce nouveau avec les données dynamiques. Ouais. Et la finance, bon, on ne parlera pas de coûts ici parce qu'on est sous les règles strictes de l'autorité de la concurrence, mais clairement, ce n'est pas quelque chose qui est à moindre coût. Donc en fait, c'est vraiment la difficulté, elle est logistique, elle implique beaucoup de personnes, beaucoup d'expertise, probablement de l'expertise externe. Et les apporteurs de solutions, je pense qu'ils auront une place tout aussi importante que l'interne quand vous mettrez en place le QR code chez vous pour trouver la meilleure solution, la plus fluide possible pour répondre à l'attente du consommateur, on en parlait tout à l'heure. Et évidemment, l'anticipation. L'anticipation, on en a parlé, il ne faut pas le faire demain pour après-demain, il faut prendre le temps. Et comme l'a dit très, très justement tout à l'heure, il faut prendre le temps de faire des allers-retours. C'est-à-dire qu'on ne va pas y arriver du premier coup, on va peut-être se tromper en chemin, pas mettre les informations pertinentes, et donc il faut apprendre de nos erreurs, faire des études, etc. D'accord, donc du test and learn et puis transversalité des équipes. Très bien. Nicolas, je vous pose la même question. Chez L'Oréal, quels sont les challenges auxquels vous avez pu faire face dans la mise en œuvre du QR code augmenté GS1 du coup? Donc oui, effectivement, hein, cette notion de transversalité qui a bien été évoquée, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est indispensable pour que le projet fonctionne. Tous les outils qui avaient fait évoluer, quand on veut suivre un déploiement massif à très grande échelle, hein, nous l'objectif c'est de déployer des QR codes sur les 7 milliards de produits que produit L'Oréal chaque année. Il faut que tous les systèmes de données, que ce soit le brief marketing, le master data, enfin le MDM, les systèmes de prod, les systèmes de supply soient augmentés eux-mêmes de flags qui permettent de suivre quels produits ont transitionné versus ceux qui n'ont pas encore transitionné. Donc ça, c'est forcément du change. On parle quand même quasiment chez nous d'une dizaine d'outils qui sont à faire évoluer end-to-end pour pouvoir effectivement tracer tout ce qui se passe dans les systèmes. Et la partie effectivement facile, c'est la partie statique que vous avez évoquée, mais dès qu'on commence à rentrer dans la partie dynamique, avec effectivement des gestions des QR codes holo ou des QR codes céréales, ça rajoute toute une dimension effectivement imprimeur, hein, si jamais les serial numbers sont imprimés chez les imprimeurs.
dans les usines, dans la supply. Et là, c'est vraiment des projets qui peuvent être très complexes. Nous, on a commencé avec uniquement, j'ai envie de dire, deux types de QR codes. Les QR codes qu'on appelle génériques, c'est-à-dire ceux qui sont à la maille GTIN, et les QR codes sérialisés, qui nous servent principalement à des fins de protection des marchés, donc anti-diversion. Et pour l'instant, on n'a pas encore l'étage intermédiaire, qui est un QR code holo ou un QR code à la variante. Mais on voit que ces deux projets, déjà, c'est deux projets complètement séparés, hein. Le QR code générique, c'est un élément d'artwork comme un autre. Et donc, on va dire que c'est assez simple à mettre en œuvre. Après, reste la question du contenu que j'évoquais tout à l'heure. Le QR code sérialisé, que nous, on préfère imprimer chez l'imprimeur, donc chez la personne qui fabrique l'étiquette et ou l'étui du produit. Derrière, doit être lu en usine, puis lu en supply, pour savoir dans quel pays le produit est commercialisé. Donc ça, c'est pour la partie protection des marchés. Et ça, c'est vraiment un projet de change très conséquent qui implique quasiment toutes les usines du groupe et toutes les centrales de distribution du groupe. Donc on voit qu'il y a quand même voilà, dès qu'on commence à toucher effectivement au flux supply et à la traçabilité, on est tout de suite sur un projet qui est, en plus de la dimension contenu, qui est déjà une difficulté en soi, vient rajouter une dimension extrêmement à la fois fascinante, intéressante, mais demanding en termes de mise en œuvre. Très bien, merci Nicolas, très clair. Alors, chez Carrefour, vous rencontrez a priori les mêmes problématiques que L'Oréal et PepsiCo, en additionnant du coup le remplacement des systèmes de caisse. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça implique en termes de changement, en termes d'adaptation chez Carrefour? Oui, c'est clair qu'on est tout le long de la chaîne de valeur du produit, hein, avec vous les industriels, et ça c'est un gros challenge dans une phase 2 du QR code dynamique, de savoir comment vous allez intégrer ça au mieux, parce que forcément il y a quelques surcoûts sur la chaîne de production tant qu'on n'a pas trouvé le bon système. Et ça, voilà, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a peut-être des catégories / des fournisseurs sur la MDD sur lesquels nous, on est prêt à avancer avec eux dans les deux ans qui viennent pour essayer de tester et puis de mettre en place quelque chose d'efficace de manière industrielle et technique. Et après, le challenge, il se trouve bien sûr au niveau, de notre système d'information, de nos systèmes d'encaissement avec tout le matériel de caisse et le matériel capable de scanner. Donc c'est vrai qu'en premier lieu, nous devons nous assurer que nos lecteurs de code soient capables de lire à la fois des codes barres et des numéros de lot aussi, des numéros de série, etc. Et également justement de piocher dans cette URL les bonnes informations liées au GTIN pour aller piocher le prix, sortie caisse, etc., voire d'autres informations en fonction du user, comme ça a été présenté tout à l'heure. Donc, des gros challenges aussi pour emmagasiner toute cette data qui est illimitée dans nos systèmes d'information. Donc, il faut qu'on y pense et qu'on réfléchisse là-dessus pour que ce soit efficace à l'avenir. Et bien sûr, les enjeux, pour nous, ils sont financiers, hein, au niveau de systèmes d'encaissement, hein. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais quand vous savez qu'on a à peu près en France 4500 magasins et au niveau du monde près de 15 000 magasins, vous voyez le nombre de caisses qu'il peut y avoir dans chaque magasin. Voilà, ça fait des investissements très très lourds. On va avoir notre part voilà, pour avancer et justement remplacer tous ces systèmes de caisses. Pour partie, il y en a certains qui peuvent lire déjà les deux systèmes, mais on est loin d'arriver à 100%. Et c'est vrai que du coup, 2027 arrive à une échéance très très courte de ce point de vue-là aussi. En tout cas, du coup, le remplacement des systèmes de caisse a déjà débuté à l'international et en France. Il a déjà débuté et donc c'est un sujet en plein cœur des comités d'investissement justement sur les 2-3 ans qui viennent, c'est clair. Très bien. Parce que ce n'est pas neutre
au niveau financier. En effet. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Avant de conclure et donc de passer aux questions que l'auditoire peut avoir en présentiel ou en distanciel, une dernière question. Est-ce que vous auriez un ou des conseils à donner au public, aux entreprises qui souhaitent se lancer dans l'aventure du QR code augmenté GS1? Laure, Farida, si vous avez un conseil à donner. Oui, alors un conseil, effectivement, c'est une réelle opportunité pour les industriels et les distributeurs qui s'offrent à nous. Donc l'anticipation, effectivement, on l'a entendu depuis ce matin. Donc vraiment anticiper ce projet. Et effectivement, c'est un réel défi humain et technique. On est deux, donc on a deux conseils. Exactement, vous avez le droit. Et en fait, j'ai changé mon conseil là, parce qu'on en a beaucoup parlé déjà. On a dit placer le consommateur au centre de la réflexion, d'accord. Moi, j'ai en fait un autre conseil, c'est la patience, en fait, que les entreprises et les distributeurs doivent avoir, parce que à écouter les témoignages, notamment de Nicolas L'Oréal, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, il sait pas encore, se servir du QR code en magasin. Enfin, il sait le faire, mais il y a 1,5-2% de... C'est pas un geste inné encore. Voilà, c'est pas encore inné, et on pourrait se sentir découragé de se dire on a investi autant d'argent, de temps homme dans une technologie qui nous paraît, nous, évidente, d'un point de vue industriel, d'un point de vue distributeur, et qui, pour le consommateur, peine encore à arriver. Je pense que c'est ça aussi un conseil qu'on peut donner, c'est la patience, et le fait que ça va arriver. En fait, on va avoir... Nous, on l'a vu avec Pepsi, on a mis en place un QR code pour une toute autre initiative. Ça a mis du temps à démarrer. On était un petit peu... Bon, on se demandait est-ce que c'est utile. Et en fait, c'est utile. C'est juste qu'il faut que ça rentre dans les mœurs et dans les pratiques d'achat. Très bien. Merci. Stéphane, je vous laisse. Alors, mon conseil, c'est bien sûr d'essayer d'aller d'abord sur des solutions qui sont efficaces pour vous, simples. Donc, on est sur du QR code statique dans un premier temps et bien valoriser l'ensemble des assets que vous avez en termes de marque, d'engagement consommateur, client, pour justement commencer à donner de l'information via les QR codes et puis habituer le consommateur à aller chercher cette information. Le deuxième conseil, c'est focalisez-vous sur les besoins de vos clients. Parce que c'est sympa, c'est des rêves d'ingénieurs d'un point de vue technique, et puis au niveau digital, c'est tripant pour ceux qui sont dedans. Mais n'oubliez pas le client, donc le client final, le consommateur, et puis vos clients distributeurs aussi, bien sûr, par rapport à leurs besoins et comment on peut mieux travailler ensemble. Voilà. Très bien, merci à tous les trois. Il me semble que Nicolas a une contrainte à partir de 11h, donc il est déjà parti. Donc on va passer aux questions. Peut-être d'abord en présentiel, si vous avez des questions, on va vous passer un micro. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'il y a eu de très bons retours d'expérience qui vont amener à des questions. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'avais une question qui s'adresse à toutes les entreprises qui ont commencé à utiliser ce QR code. Je voulais savoir si certains l'avaient envisagé comme une opportunité pour fournir les informations sur l'article 13 de la loi AGEC. Oui, bien entendu, sur des thématiques de Émilie de la recyclabilité. FCD pour se présenter. Merci pour la question, je me permets de répondre parce que moi c'est mon sujet préféré du moment. L'article 13 de la loi AGEC, il est hyper important et il est hyper utile pour les consommateurs pour savoir ce qu'ils achètent comme produit et donc l'emballage qu'il y a derrière, s'il est recyclable, réemployable, composé de matières recyclées, etc. Donc pour moi, et encore je parle peut-être à titre personnel puisqu'il faudrait que j'en informe mes collègues en interne, mais le QR code, il doit être cette vitrine et comme je le disais tout à l'heure, la possibilité pour nous d'être agile face au cadre réglementaire et donc de faire apparaître ce type d'informations qui sont obligatoires depuis le 1er janvier 2023 et qui doivent permettre aux consommateurs de savoir quels emballages ils ont face à eux. Donc oui, PepsiCo à titre personnel, je recommande que PepsiCo France le fasse. Très bien. Oui, c'est un des nombreux usages auxquels peut répondre le QR code augmenté GS1, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je confirme juste que pour les distributeurs, c'est un point également important, parce qu'il y a quand même un surcoût derrière. Et comment?
Super. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de valoriser ce qu'on fait, que les consommateurs soient au courant pour que, du coup, voilà, ce soit un investissement efficace aussi. Très bien. Oui, bonjour, Olivier Favre, Nestlé Purina. Une question par rapport à la date de 2027. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'échéance, qu'est-ce qu'elle représente? Par exemple, pour vous, Carrefour, quel objectif vous avez à 2027 et comment on le traduit après au niveau produit? Alors, 2027, pour nous, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de packs qui est le QR code augmenté. On n'arrivera peut-être pas à 100%, mais au moins que sur l'ensemble des marques importantes d'un point de vue transmission d'informations pour le consommateur soit bien équipées à 100%. Voilà, parce que bon, 2027, ça arrive très vite avec 10 000 packs à refaire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est d'arriver au maximum à horizon 2027-2028 qu'on ait terminé justement de relooker tous les packs. Et puis au niveau des sorties caisses, d'être capable justement d'avoir une lecture de nos packs avec le QR code, bien sûr, aussi. Je vais apporter une précision sur cette date de fin 2027, même si ça se prépare aujourd'hui. C'est une date qui a été posée au sein de GS1 Monde pour préparer l'ensemble des retailers du monde entier et des caisses du monde entier à être en mesure de lire du QR code avec le Jet-in à l'intérieur, notamment pour aller chercher le prix. Et en même temps, pour ceux qui sont encore en EN13, de continuer à lire. Donc on va rentrer dans un système où il va y avoir pendant un certain temps la coexistence des deux. Et il va falloir apprendre aux caisses, quand elles lisent deux codes barres, nouvelle génération et ancienne génération, à n'interpréter qu'un prix. D'accord ? Donc, mais il faut bien donner le go pour se préparer collectivement à cette grande révolution, comme disait Didier en introduction. Donc il a bien fallu, voilà, et c'est au niveau GS1 Monde que nous nous sommes entendus pour fixer ça, parce que le standard était prêt, et ça va être l'objet de la table ronde d'après, mais pour se mettre tous en mouvement, d'accord ? Ça ne veut pas dire que tout le monde va devoir passer impérativement au QR code en 2027. C'est être prêt à lire cette nouvelle grammaire construite au sein du système GS1. C'est une date importante, mais encore une fois, en 2027, fin 2027, ça se prépare aujourd'hui. Peut-être une dernière question. Émilie. Je vais truster comme d'habitude. Donc, pardon, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, Émilie Tafournel pour la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution. Deuxième cas d'usage qui nous soucie beaucoup au niveau de la distribution, c'est les retraits-rappels. Les patrons des enseignes avaient pris des engagements à l'Assemblée après une grosse crise qu'on a vécue de pouvoir bloquer les produits en caisse au numéro de lot. Moi, je m'adresse encore une fois aux entreprises qui ont déjà réfléchi à ce cas d'usage. J'ai un peu du mal à voir la potentialité du dispositif, hormis le fait que le produit passe en caisse, que ça prévient l'hôte de caisse du fait que le produit est bloqué et que du coup le consommateur ne devrait pas repartir avec si le produit est quand même resté en magasin pour X raisons et du coup est resté à la vente. Est-ce qu'il y a aussi une potentialité derrière d'aller donc mieux prévenir les consommateurs identifiés comme ayant acheté le lot en question? De quelle manière? Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec Rappel Conso? Alors ça fait beaucoup de questions et puis je pense qu'on pourrait y passer la journée pour y répondre, mais est-ce qu'il y a simplement des choses déjà identifiées sur ce créneau-là ou des entreprises qui ont déjà commencé à y travailler? Donc à travailler sur la thématique du retrait-rappel de produits? En lien avec le QR code alors, ce seront des cas d'usage qui vont être priorisés progressivement. Là, comme le disait Cédric, le système de retrait-rappel de produits pour le passage en caisse, c'est fin 2027. Là, on est sur un premier use case qui est l'engagement consommateur. Après, effectivement, la ligne de mire, c'est cette date-là et ce sera en lien avec possiblement l'intégration d'un numéro de lot ou d'un numéro de série, une DLC, etc., qui va permettre d'améliorer potentiellement le système de retrait-rappel de produits. Juste pour compléter, nous, on est à la phase bêta 0 de la réflexion. Donc moi, je trouve ça justement intéressant d'avoir ces échanges avec vous pour savoir c'est quoi aussi les attentes de nos clients qui sont les distributeurs.
On a nos clients évidemment consommateurs, on a nos clients distributeurs. Et évidemment, je trouve que c'est intéressant d'avoir un outil qui ait une dimension sécuritaire. Il existe des sites internet, vous l'avez cité, il y a celui de la DGCCRF. Je pense qu'on aurait tout intérêt à travailler pour mettre en avant ce type de site qui quand même existe, qui a fourni une information à l'instant T. Donc oui, avoir un QR code qui nous ramène à une plateforme et qui permette de bien signaler que le produit fait l'objet d'un retrait, ça me paraît être tout à fait pertinent. Et il y a toute la phase usine qu'on a évoquée aussi tout à l'heure qui permet d'éviter de produire en fait sur la ligne si le produit... il y a un produit, mais il fait partie d'une ligne de production, clairement. Ça permet de stopper cette ligne et d'éviter le gaspillage. C'est aussi l'objectif pour nous du QR code. Très bien, merci. Je pense que... Emmanuel avait une précision. Oui, alors c'est une petite demande de précision par rapport à ce que tu as dit, Vincent, là, qui est donc Emmanuel Treuil-Savencia. Par rapport à la date de 2027 et l'engagement qui a été pris de déployer le QR code augmenté pour 2027, ce n'est pas un engagement que ce QR code intègre des informations dynamiques. Non, tout à fait. Déjà, c'est une ambition, 2027. Il n'y a pas d'obligation. Et l'idée, c'est le passage en caisse. Le passage en caisse, on peut le faire simplement avec un jet-in. Après, là, on était strictement en train de parler du retrait-rappel de produits. En effet, pour améliorer ce système-là, il faudrait intégrer un numéro de lot. Mais, en effet, Emmanuel, tu as tout à fait raison. Pour le passage en caisse, on peut rester sur de la donnée statique. Et comme l'a dit Nicolas, effectivement, passer sur de la donnée dynamique, c'est un tout autre ça projet. Demande des ça investissements. nécessite d'imprimer en ligne les QR codes, donc derrière des très gros investissements industriels, et ça prendra certainement un peu plus de temps. En effet. Et pour boucler là-dessus, parce qu'il faut aussi qu'on enchaîne sur la deuxième table, mais c'est rendez-vous chez GS1, prenez ce QR code en commun, trouvez les usages et trouvez les bonnes temporalités pour mettre ça en œuvre en respectant tous les enjeux d'investissement côté distributeur ou côté industriel. Donc la technologie est prête, la plateforme vous la connaissez, c'est ici. Après, à vous de venir et de projeter l'ensemble de votre écosystème dans cette migration.